Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence du collectif Digital Learning Academy. Juste en introduction, avant d'attaquer avec Tiffaine donc sur le sujet du jour, la thématique du jour, l'immersive learning. Pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait le collectif, donc c'est une communauté aujourd'hui d'à peu près 150 personnes, essentiellement des professionnels en fait de la formation et spécifiquement de la formation en ligne, donc du digital learning. On intervient aujourd'hui en comité sur des sujets en fait sous forme de webconférences et d'échanges sur des bonnes pratiques, sur des nouvelles solutions, des approches pédagogiques. Dans notre métier, ça bouge pas mal, il y a beaucoup de choses qui évoluent et c'est vrai que c'est intéressant voilà, de pouvoir échanger comme ça au sein de la communauté. On a l'habitude donc de faire un événement par semaine pour l'instant, donc sur des thématiques assez variées, souvent connectées aux besoins de la communauté. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Tiffaine Picot, qui est donc ingénieure pédagogique spécialisée dans l'immersive learning. Bonjour Tiffaine. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous. Juste avant, je voudrais savoir si donc tout le monde entend bien, si le son est bon. Vous avez donc le chat normalement qui est actif, d'accord? Dites-nous voilà si le son est bon pour vous. Ok, c'est bon, parfait. Tout semble nickel. Ben encore bonjour à toutes et à tous. Et donc vous avez également pour la partie questions-réponses un onglet en fait au centre de la conférence qui s'appelle questions-réponses, dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Je t'en prie, Tiffaine. Donc je te laisse la parole pour te présenter et attaquer la thématique. Parfait, je vais commencer par présenter, partager mon écran. Hop, je suis en train de vous spoiler les premiers. Voilà. Ok. Alors, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. C'est bon, pour ma part, Super. c'est parfait. Donc, comme l'a très bien dit Brahim, est-ce que je peux pas cacher ça? Voilà. Comme l'a très bien dit Brahim, on va aujourd'hui parler de l'immersive learning, aller un peu à la découverte, faire une introduction de ce sujet. Donc j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va évoquer beaucoup de notions puisqu'on est sur un sujet quand même assez technique. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et même que je me présente, je vous informe que vous allez vous-même participer à cette présentation puisque je vais vous proposer plusieurs petites activités, plusieurs petits jeux qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Donc, je vous invite tout de suite à vous rendre sur ce site classpoint.app. Vous pouvez y aller à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur. Vous n'avez rien à installer, aucun compte à créer, aucun mail à rentrer. Vraiment, c'est totalement accessible. Et sur ce site, vous allez avoir un code à rentrer. C'est simplement le code que vous avez ici tout en haut de l'écran et que Brahim va pouvoir mettre dans le chat également. C'est donc 42 883. Je vous laisse tranquillement rejoindre cette classe, puisque du coup, ça va être une classe collective. Et je vais tout de suite commencer par la première activité que je vais vous proposer, qui va être un peu un nuage de mots. Donc, si je vous dis immersive learning, j'aimerais que vous écriviez tous les mots auxquels vous pensez. Là, je viens de lancer une activité, ce qui fait que je vais enlever la musique. Merci. Je viens de lancer une activité, ce qui fait que toutes les personnes qui sont connectées à la classe, normalement, sur votre écran, vous avez l'activité qui s'est lancée et vous allez pouvoir mettre tous les mots auxquels vous pensez quand on vous dit immersive learning. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont déjà compris comment ça marchait, donc c'est parfait. Pendant que vous pouvez remplir cette activité, je vais évidemment me présenter. On va quand même pas rentrer dans le vif du sujet sans que vous sachiez qui je suis. Alors moi, c'est donc Tiffaine Picot. J'ai une formation initiale d'ingénieur dans tout ce qui est sécurité industrielle. Et après quelques années d'expérience dans la grande industrie, j'ai voulu m'orienter plus vers la formation et j'ai suivi donc une formation d'ingénieur pédagogique que j'ai finie l'année dernière. Et dans la foulée, je me suis lancée en indépendante. Après quelques mois et étant un petit peu geek, je dois l'avouer, j'ai eu envie de voir quelle était l'utilisation des nouvelles technologies pour la formation. Et forcément, les premiers mots qui sont ressortis, c'était immersive learning. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches pendant plusieurs mois. J'ai collaboré et j'ai notamment échangé avec beaucoup de professionnels du milieu
Pour ceux qui auront envie de creuser par la suite, je vous invite fortement à vous rendre sur mon site internet, donc, tout simplement tiffanypico.com. Dans l'onglet ressources, vous avez différents documents que j'ai pu rédiger sur le sujet. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas à proprement parler dans l'immersive learning. Je suis encore en contact avec certains professionnels du milieu, mais j'ai totalement réorienté mon offre puisque pour plein de raisons, je n'avais pas aujourd'hui envie de me lancer officiellement dedans. Et donc aujourd'hui, je m'adresse plutôt aux indépendants pour les aider à créer des formations virtuelles. Mais ça n'empêche que j'ai déjà un bon bagage sur l'immersive learning et j'espère suffisamment pour vous faire une première présentation de tout cet environnement. Alors, c'est vrai que Tiffen, en fait, l'immersive learning, c'est un domaine qui est très vaste aujourd'hui. Il y a beaucoup de spécialités, de technologies, d'approches aussi différentes. Et on va dire qu'il y a aussi des domaines qui sont plus ou moins en avance en termes de mise en pratique. Donc, on va le voir effectivement dans la suite. Complètement, et on pourra même l'aborder à la fin, bien évidemment, pendant toute cette présentation. Je vais vous faire une introduction à ce domaine qu'est l'immersive learning. Je ne vais pas vous apprendre à créer une formation immersive, ça prendrait beaucoup plus de temps et il y a des personnes qui seraient beaucoup plus compétentes que moi pour cela. Mais je vais vraiment vous faire une introduction du domaine. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les grands avantages, les grands inconvénients? Et bien évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure dans l'onglet donc questions-réponses. Et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Voilà, pour ceux qui viennent juste d'arriver, excuse-moi, juste pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'en fait, il y a encore des gens qui arrivent au fil de l'eau. Donc, il y a une activité voilà, en fait, pratique que Tiffen nous a proposée. Il suffit de se connecter sur le site donc classpoint.app qu'on a mis dans le chat et simplement de saisir le code là, 42 883. D'accord. Et ensuite, donc, de répondre en fait, en mettant quelques mots, en fait, quelques mots-clés qui nous rappelleraient par rapport en fait, à ce que nous parle, comment nous parle, nous, l'immersive learning. C'est ça. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre l'activité, vous n'avez rien à télécharger, aucun mail à rentrer, aucun compte à créer. C'est vraiment simplement le code à rentrer. Et je vois qu'on a déjà pas mal de mots très intéressants qui sont ressortis, notamment réalité virtuelle et simulation, qui sont apparemment ceux qui sont le plus revenus. Et je ne suis pas du tout étonnée. On voit aussi le petit VR, donc qui va aussi avec la réalité virtuelle. On est beaucoup sur du virtuel, mais aussi de l'apprentissage. Ça, c'est très, très intéressant. Et on va aborder ce sujet. Des situations. En effet, on va avoir des situations qui peuvent être très, très concrètes et on a bien évidemment la question de l'équipement. Ça, c'est certain. On va aussi en parler un petit peu. On va continuer donc notre présentation. Ah bah, certains autres sont inspirés. Oui. Je vous laisse encore mettre quelques mots. Des cases virtuelles, on rejoint un petit peu la question de l'équipement, l'immersion, l'apprentissage. Ouais, on est vraiment dans le virtuel. Je vais fermer cette petite activité et on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et bien sûr, pour rentrer dans le vif du sujet, la première chose qu'on va devoir faire, c'est définir ensemble qu'est-ce que c'est concrètement que l'immersive learning. Alors, l'immersive learning, la définition la plus courte que j'ai pu faire avec toutes les recherches que j'ai été amenée à faire, c'est le fait de mettre l'apprenant dans un environnement qui va être interactif et qui surtout va lui permettre d'acquérir de nouveaux savoirs, que ce soit des savoir-être, faire comme des connaissances. Un environnement interactif, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un environnement dans lequel l'apprenant va être totalement immergé et qui va lui permettre de réaliser différentes choses. Ça peut être des fois des interactions directes avec l'environnement, comme saisir certaines choses, déplacer d'autres choses, comme ça peut être aussi des interactions qui s'affichent sur l'environnement, comme un petit questionnaire qui va s'afficher par rapport à la situation qu'on aura présentée, ou ce genre de choses. On va distinguer 3 grands types d'environnements dans lesquels on va pouvoir mettre notre apprenant. On va avoir tout d'abord l'environnement capturé. Ça va correspondre à tout ce qui est images et vidéos à 360 degrés. Il y en a beaucoup qui font ça, notamment, on le retrouve, alors là, on n'est pas forcément dans l'immersive learning, mais dans des situations immersives. On va le retrouver pour notamment de la visite de monuments, par exemple, ou de la visite un peu touristique. Par exemple, dans mon cas, j'ai fait voyager mes grands-parents en Jordanie grâce à mon casque de réalité virtuelle. Ils étaient fascinés et on était totalement dans un environnement capturé puisqu'on avait justement une capture à 360 degrés de l'environnement de Jordanie.
Le deuxième type d'environnement qu'on va retrouver, c'est les environnements modélisés. Donc là, comme le nom l'indique, ils vont être entièrement modélisés virtuellement. Donc là, on retrouve notamment tous les petits mots-clés qui sont revenus, qui parlaient du virtuel. Ça va être toute une modélisation, la plupart du temps en 3D, qui va un peu nous faire penser à un jeu vidéo au final. Et le troisième type d'environnement, c'est le mix. C'est-à-dire qu'on va retrouver de la réalité comme du virtuel. C'est dès lors qu'on l'exemple un petit peu qui revient le plus, c'est l'exemple de Pokémon Go. Pour ceux qui ont un peu joué, c'est justement le moment où la personne pouvait voir des choses virtuelles directement sur l'environnement réel. Ça va être ça. D'accord, donc juste pour bien comprendre, Rachel, donc les environnements capturés, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on est plongé dans la réalité, soit de la photo, soit des films, soit des choses comme ça. Modélisé, c'est en gros, c'est 100% virtuel, d'accord? C'est des conceptions grâce à des technologies. Et mixte, on compose les deux. On vient placer par-dessus ou dedans, en fait, dans les scènes de la conception via de la technologie 3D. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et alors, un mot-clé qui n'est pas forcément revenu dans le petit nuage de mots qu'on a fait, c'est les métavers. Parce que je suis assez étonnée, parce que c'est souvent un mot qui revient quand même quand on parle d'immersive learning. Mais concrètement, c'est quoi la différence entre un métavers et l'immersive learning? Parce qu'il y en a une énorme. Le métavers, ça va être un environnement, justement. Ça va être l'endroit dans lequel on va se trouver. Alors que l'immersive learning, c'est une modalité d'apprentissage. Pour vous faire un petit parallèle, c'est comme si je disais que le métavers, c'était ma salle de classe et que l'immersive learning, c'était une étude de cas. Mon étude de cas, je ne suis pas obligée de la faire dans ma salle de classe. Je la fais un petit peu où je veux. Et ma salle de classe, si je ne fais pas mon étude de cas dedans, elle continue d'exister puisque c'est mon environnement. Donc, voilà le métavers, c'est forcément un environnement. Est-ce qu'on a besoin d'un métavers pour concevoir une session d'apprentissage immersif ou pas? Absolument pas, puisque le métavers, c'est un environnement, et ce qui surtout le définit, c'est que c'est un environnement qui est collectif et collaboratif, et qui continue d'exister quand les personnes ne sont pas là. Pour ceux qui ont joué un peu à des jeux vidéo en ligne, alors l'exemple qui revient très souvent, c'est par exemple Fortnite, ça va être un métavers, mais qui se construit progressivement. On va avoir Roblox, qui est aussi un métavers. Le principe du métavers, c'est vraiment l'environnement collectif collaboratif. Alors que quand je mets mon apprenant dans son casque de réalité virtuelle pour une expérience d'immersive learning, il peut être seul dans son expérience immersive. On peut en faire certains dans des métavers, bien évidemment, mais on n'est pas du tout obligé. Là-dessus, on est assez libre et surtout l'important, c'est de choisir en fonction du besoin. Ça, je risque de le répéter assez régulièrement, on choisit en fonction du besoin. On ne va pas mettre son apprenant dans un métavers s'il n'a pas besoin de collaborer avec d'autres personnes. Ça n'aurait aucun intérêt. C'est vrai que le métavers, il y a beaucoup de discussions autour et c'est un univers qui est persistant. C'est-à-dire que c'est un monde qui a été conçu pour un jeu ou pour des sessions d'apprentissage, mais qui est persistant, qui persiste après, en fait, qui vit avant et après la session d'apprentissage. C'est ça, exactement. Mais bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur les métavers, mais ça ne va pas être notre sujet du jour. Donc, on va revenir vraiment sur l'immersive learning en parlant notamment des grands avantages qu'on retrouve dans l'immersive learning. Alors, ici, on va voir les avantages et les inconvénients. Je vous ai fait une sélection. Je ne vais pas vous présenter tous les avantages et tous les inconvénients. J'ai sélectionné 3 grands avantages et 3 grands inconvénients. Parce que bien évidemment, on en retrouve beaucoup plus. Dans les avantages, il y a matière à débat, donc voilà, exactement. Alors, le premier avantage dont je voulais vous parler, c'est qu'il n'y a aucune limite à la création d'environnement. Si vous voulez faire une formation en haut d'une montagne, vous pouvez. Si vous voulez faire une formation en plein milieu de la forêt, vous pouvez. Si vous voulez faire une formation au cœur d'un volcan, vous pouvez. La seule question à se poser, c'est est-ce que vraiment ça aura un intérêt pédagogique? Bien évidemment. Mais on n'a aucune limite à la création des environnements d'apprentissage. Vous pouvez amener vos apprenants n'importe où. Et ça, c'est incroyable. Ça ouvre des portes, ça ouvre des possibilités quasi infinies.
Alors, juste par rapport à ce point, à cet avantage-là, c'est presque une révolution parce qu'il y a des environnements auparavant où il était impossible pour l'homme d'y aller, d'accord? Comme tu parlais de volcans, etc. Or, aujourd'hui, même ces environnements-là, il est possible de pénétrer, d'approcher des états qui auparavant étaient complètement impossibles à visualiser et à consulter. Il y a également des applications dans des domaines technologiques, dans l'espace, etc. Donc, ça ouvre, comme tu dis, vraiment cet avantage, c'est énorme. Ça change la donne. Exactement. Je sais que, il y a notamment un projet qui se prépare dans une entreprise qui est orienté sur la formation autour des risques industriels, mais en mettant les personnes dans un vaisseau spatial dans l'espace. Donc, on est vraiment sur des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Voilà, et là, c'est à proprement parler les domaines de la simulation, par exemple, C'est où ça. on simule, voilà, effectivement. Alors, c'est pas tout jeune, hein, parce que les premiers simulateurs sont assez anciens, mais ils n'étaient pas aussi immersifs que maintenant. Exactement. J'ai pour exemple, par exemple, le domaine du médical. Voilà, par exemple, j'ai de la famille dans le domaine du médical et aujourd'hui, il est possible, avec donc des lunettes assez sophistiquées, de faire des opérations. C'est en fait de Oui. mixer, soit de transmettre de l'apprentissage en termes de formation, mais également d'opérer, en fait, de faire des opérations très complexes. Oui, on va en parler du médical justement. C'est prévu dans la suite. Par contre, un point aussi qui est très important pour nous, côté pédagogie, que ce soit les ingénieurs pédagogiques ou les formateurs, ça va être les données d'apprentissage. Ça, c'est David Roblin, qui est donc un des membres de France Immersive Learning, qui en parle le mieux. C'est le fait que grâce à l'immersive learning, on va pouvoir avoir un nombre de données d'apprentissage beaucoup plus importantes. On va, pour vous donner quelques exemples, on va prendre par exemple le eye tracking. Le eye tracking, ça va nous permettre, grâce à certains capteurs, de savoir où se dirige le regard de l'apprenant, où son attention se porte dans telle et telle situation. Et ça va nous permettre de comprendre comment est-ce que l'apprenant aborde cette situation. Exemple, si on le met dans une situation d'incendie, est-ce que son regard va d'abord se porter sur l'incendie ou sur l'extincteur? Ça va nous permettre de comprendre un petit peu la réflexion de la personne. Autre exemple, ça va être tout ce qui va être du tracking des mains avec des capteurs sur les mains. Si on veut apprendre à quelqu'un à faire par exemple une soudure en réalité virtuelle, on va pouvoir suivre beaucoup plus précisément le mouvement de ses mains et lui amener des éléments beaucoup plus précis pour qu'il s'améliore. Et donc tout ça, ça va nous permettre de vraiment personnaliser l'apprentissage de plus en plus. Parce que pour chaque personne, on comprendra beaucoup mieux comment elle a réfléchi, comment elle a fait son action étape par étape, et nous-mêmes, on pourra l'accompagner étape par étape. Et ça, c'est vraiment une révolution aussi côté formateur et côté équipe pédagogique. Donc, c'est la compréhension beaucoup plus poussée, quelque part, des interactions. J'imagine, par exemple, sur la partie suivi en fait, des mouvements de l'œil, hein, le eye tracking, la possibilité, par exemple, par rapport à des modules de formation digitale ou pas, de voir comment se comporte l'apprenant. Quel est Tout son à niveau fait. en fait, d'attention, quels sont les perturbateurs potentiellement en termes de focalisation sur l'information. Sur la disposition également, on l'utilise aussi beaucoup aujourd'hui dans le marketing, hein, cette approche-là, parce que moi je suis aussi dans la partie business digital, où on analyse, on fait de l'analyse de placement des meilleures places en fait, pour par exemple la publicité. Vous l'avez sur Google, l'un des meilleurs experts dans ce domaine, c'est Google et d'autres voilà, firmes qui vont essayer d'analyser les comportements des utilisateurs pour placer l'information là où elle va être la plus consommée, la plus efficace. Et pour aller même plus loin dans l'analyse, donc nous de l'apprenant, pour ne pas parler du consommateur, mais du coup plus de l'apprenant, il existe même certains capteurs qui permettent de déterminer en fonction des mouvements du visage quelle est l'expression que ressent, l'expression du visage pour comprendre l'émotion que ressent actuellement l'apprenant. Il y a vraiment des choses qui peuvent aller très très loin au niveau des données d'apprentissage.
Et bien évidemment, comment parler de l'immersive learning sans parler des résultats d'apprentissage? Je ne vous ai choisi qu'un chiffre parce qu'il y en avait beaucoup trop, mais pour ceux qui aiment les chiffres, je vous recommande fortement l'étude réalisée par PwC qui en contient une multitude sur le sujet. C'est vraiment une étude qui a fait la comparaison entre l'immersive learning et des méthodes plus traditionnelles, que ce soit en salle ou en e-learning, et qui a fait une étude vraiment incroyable sur le sujet. L'étude est en anglais, donc il faut parler un petit peu anglais pour la comprendre, mais elle vaut le détour. Elle vaut vraiment le détour si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et donc, un chiffre que je voulais vous citer, c'est notamment 70%. 70%, c'est l'augmentation des résultats positifs que l'on a pu observer entre l'utilisation de l'immersive learning et l'utilisation des méthodes traditionnelles. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation de l'immersive learning, les apprenants ont 70% de résultats positifs par rapport aux méthodes traditionnelles. Alors, si vous voulez avoir tous les détails du comment l'étude, du contexte de l'étude, etc., je vous conseille vraiment d'aller lire l'étude. Je ne vais pas vous le détailler ici, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, c'est un chiffre parmi tant d'autres qui sont ressortis dans cette étude. alors ça, c'est également très intéressant, parce que c'est vrai que de façon comparative, l'approche en fait d'apprentissage immersif en étant en mode situation, donc en approche active, a aussi en fait un facteur aussi de performance beaucoup plus important que simplement des slides ou simplement quand on est face à une lecture, etc. Et il y a même certains, même sur le post qu'on a fait sur LinkedIn, il y a des gens qui demandent effectivement, est-ce qu'il y a des études en fait effectivement dans le domaine de l'immersive learning qui prouveraient, qui mettraient, donc il y a véritablement des études qui ont été faites là-dessus et Oui. c'est avéré. Oui, celle-ci, pour moi, c'est l'étude de référence au niveau de ces comparaisons. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer ces meilleurs résultats? Alors, il y a la mise en pratique, comme tu l'as dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que l'apprenant est forcément focalisé sur ce qu'on lui montre. Il y a beaucoup moins de distractions autour, puisqu'au final, il ne peut rien voir d'autre que ce qu'on est en train de lui montrer. Il y a le fait donc, que son attention est focalisée, et il y a aussi le fait que l'on stimule beaucoup plus de sens, puisque on va avoir la vue, on va avoir forcément l'ouïe, on peut avoir l'odorat, puisqu'il existe des diffuseurs d'odeurs qui peuvent être ajoutés sur les casques de réalité virtuelle. Et D'accord. pourquoi c'est important? Parce que plus on stimule de sens, plus on stimule les émotions. Et plus on stimule les émotions, plus on stimule la rétention d'informations. Et ça, c'est le B à bas, en fait, de la formation. Émotion égale rétention d'informations. Et les émotions, elles sont stimulées par quoi? Par les sens. Et est-ce qu'on peut dire que l'immersive learning, justement par cette immersion, sublime un peu la réalité, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des effets un peu plus poussés que si on était réellement en réalité. Par exemple, voilà, d'arriver à une falaise, d'arriver à des choses comme ça, où on n'est pas, parfois en réalité, on ne va pas jusqu'à cette étape-là. Donc, les émotions ne vont pas jusqu'à, par exemple, voilà, plonger dans un volcan ou des choses comme ça. Donc, peut-être même que les émotions sont un peu plus voilà, poussées hein, dans un contexte d'immersive learning. Alors là, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il faudrait aller vraiment au niveau neurologique, puisqu'il faut aussi se dire que quand quelqu'un met un casque de réalité virtuelle, il y a aussi des émotions par rapport à la technologie. Donc, il peut y avoir aussi des mix d'émotions par rapport à ce qu'il est en train de vivre dans le casque, mais aussi par rapport à ce qu'il ressent avec le fait d'être dans le casque. Oui. Donc là-dessus, il y a encore des études à faire. Ça, c'est certain. Il y a encore des études à faire et encore des recherches à faire. Dans tous les cas, c'est prouvé effectivement voilà, que l'immersive learning, là, en fait, l'apprentissage immersif, donc avec la technologie, assisté par la technologie, a des bénéfices certains. Exactement. Mais il n'y a pas que des bénéfices, malheureusement, comme pour toute nouvelle technologie, il y a aussi des inconvénients. Et donc, je vais vous en citer 3 ici. On va avoir tout d'abord le coût. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est une technologie, j'ai pas envie de dire récente, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est une technologie qui se développe. Et donc, forcément, ça a des coûts. Ça a des coûts pour le matériel, mais ça a aussi des coûts pour développer l'expérience d'apprentissage que vous voulez offrir. Ça va dépendre de l'environnement que vous voulez faire. Bien évidemment, si vous êtes sur un environnement capturé, donc une image de la réalité, ça va être beaucoup plus simple et donc ça va coûter beaucoup moins cher que si vous souhaitez faire un environnement totalement modélisé. Si vous souhaitez faire un environnement totalement modélisé, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le coût de développement de jeux vidéo,
Mais les jeux vidéo, ça peut grimper très, très vite, le prix. Ça peut grimper très, très, très vite, parfois même dans des millions. Bon, là, on n'a pas encore prévu aujourd'hui, par rapport aux expériences pédagogiques qui sont conçues en ce moment sur le marché, on n'est pas encore au niveau des jeux vidéo. Mais en tout cas, il faut s'imaginer qu'on peut arriver à des coûts très importants. En fonction des personnes qui vont acheter ces expériences d'apprentissage, les coûts peuvent être vite rentabilisés. Si on prend une très, très grande entreprise qui est au niveau mondial, s'il achète et qu'il développe une expérience immersive, il va pouvoir la diffuser auprès de tous ses collaborateurs dans le monde entier, toucher énormément de personnes, et donc ça va être rentabilisé très rapidement. Mais c'est aussi des questions à se poser et c'est aussi des choses qui sont abordées dans l'étude de PwC. Encore une fois, je la place ici, mais encore une fois, c'est des choses qui sont abordées dans cette étude. Donc, en fait, voilà, il y a un coût, mais plus ou moins important en fonction des types de projets qu'on va mener. Hein. C'est ça. C'est ça, mais ça, c'est le cas au final pour, s'il y a des professionnels de la formation qui nous écoutent, ils le savent, c'est le cas pour tout type de formation. Quelle que soit la formation qu'on souhaite développer, le coût va extrêmement varier en fonction de ce que l'on souhaite mettre en place, que l'on souhaite développer, la pédagogie que l'on souhaite présenter. Là, ça va être pareil. En fonction de ce qu'on souhaite développer, le coût peut être plus important, mais en fonction du nombre de personnes qu'on va toucher, le coût peut être aussi très rapidement rentabilisé. Alors, ne t'inquiète pas, il y a des questions déjà sur cet aspect-là. J'en doute pas. Alors, un autre inconvénient qu'on va pouvoir retrouver, c'est tout ce qui est gestion logistique. Alors ici, je parle notamment de la gestion logistique des casques, mais on peut avoir aussi la gestion logistique de se poser la question, qui va gérer la mise à jour? Parce que forcément, une formation demande des mises à jour. Qui va gérer la mise à jour de notre formation immersive? Qui va gérer l'animation de la formation immersive? Qui va gérer... Enfin, il y a toutes ces questions de qui va gérer quoi, mais il y a aussi la question logistique de la flotte de casques, puisque forcément, vous n'allez pas avoir qu'un seul casque. Sinon, la rentabilité de votre formation ne risque pas d'être très grande. Mais à partir du moment où une grande entreprise souhaite diffuser sa formation, ils vont avoir un grand nombre de casques. Et donc, il va falloir se poser la question de qui a besoin d'un casque, où ça, à quel moment, et comment je m'assure que cette personne a son casque à l'endroit où elle en a besoin et quand elle en a besoin. Donc ça, c'est encore toute une logistique à mettre en place, sans parler de la logistique aussi de l'hygiène. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une crise sanitaire il y a quelque temps. Donc forcément, la question s'est posée aussi. Les casques vont être un peu partagés. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a de l'hygiène et que l'hygiène est présente? Ça, il existe aujourd'hui des solutions. Il y a des entreprises qui proposent des solutions vraiment très qualitatives pour s'assurer de l'hygiène des casques. Mais c'est aussi une question à se poser. Donc, là, tu abordes en fait un aspect qui est l'obsolescence, en fait, le coût d'acquisition, de maintenance, d'obsolescence, d'entretien, voilà, de toute la partie technique. C'est ça, il y a toute la partie technique avec l'entretien, mais il y a aussi toute la partie logistique de savoir comment est-ce qu'on gère tout notre matériel. Comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce qu'on le diffuse, comment est-ce que les personnes vont pouvoir l'utiliser. D'accord. Et enfin, alors ce dernier point, ce n'est pas forcément un inconvénient, mais c'est un point à prendre en compte, c'est un point qui est impératif à prendre en compte dès lors qu'on veut amener de l'immersive learning quelque part, c'est l'accompagnement du changement. On est sur une nouvelle technologie, on est sur quelque chose de nouveau, vous ne pouvez pas l'imposer aux personnes. J'avais eu un échange avec Louis Dupin, pareil que tout à l'heure de chez France Immersive Learning, qui faisait le parallèle avec les tableaux blancs interactifs. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais les tableaux blancs interactifs, c'était bon, comme leur nom l'indique, un grand tableau blanc de classe qui pouvait être interactif grâce à un stylet. C'est quelque chose qu'ils ont essayé de mettre dans les salles de classe en France il y a quelques années, sauf qu'ils l'ont imposé. Ils n'ont pas accompagné les professeurs pour prendre en main cet outil. Ils ne leur ont pas montré ce que cet outil pouvait leur apporter. Ce qui fait que ce tableau blanc a fait un énorme flop et qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on le retrouve beaucoup dans les salles de classe. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour l'immersive learning. Pour l'immersive learning, on veut accompagner ce changement. Et pour ça, ce qu'on va chercher, c'est de l'acculturation. Montrer aux personnes cette culture, leur amener cette culture, leur montrer comment ça s'utilise, mais surtout pourquoi c'est intéressant de l'utiliser. Pourquoi c'est intéressant de l'utiliser et les rassurer sur le fait que non,
ça ne va pas leur voler leur travail. Ça va le modifier, mais ça ne va pas leur voler leur travail. Justement, ça, c'est un peu constant hein, dans toutes les, on va dire, les innovations, les nouvelles technologies, etc. Dès qu'on apporte une nouveauté, il faut nécessairement accompagner. Est-ce que les acteurs aujourd'hui, effectivement, ceux qui portent les projets d'immersive learning, les associations, les acteurs peut-être même étatiques, est-ce qu'ils font ces démarches aujourd'hui de sensibilisation? Moi, j'ai mes enfants, c'est très rare en fait. Je crois à un moment donné, ouais, ils ont amené un casque où ils leur ont présenté quelque part voilà, un peu la techno, mais sinon, j'en ai pas trop entendu parler. Alors, il y a notamment France Immersive Learning, je risque de beaucoup en parler, mais il y a notamment France Immersive Learning qui agit là-dessus, mais qui agit là-dessus. Aujourd'hui, on est surtout sur des actions qui se font au niveau de l'industrie et du médical. C'est vrai qu'au cœur des écoles, ça se fait encore assez peu, notamment parce que les casques de réalité virtuelle sont très peu recommandés pour les enfants de moins de 13 ans. Donc, de toute façon, si jamais on voulait utiliser la réalité virtuelle aujourd'hui dans les salles de classe, ce ne serait pas avant milieu du collège, voire au lycée. Donc, forcément, ce n'est pas la première cible, ce n'est pas le premier endroit Oui. où on essaye de démocratiser cette technologie. Ça va plus être dans l'industrie médicale. D'accord. Dans l'enseignement, ce n'est pas encore tout à fait approprié parce qu'il y a un certain âge en dessous duquel voilà, ce n'est pas recommandé. C'est ça, Et en dessous de 13 ans, c'est pas recommandé. Voilà, j'imagine également qu'en termes de coûts, de distribution, c'est aussi conséquent. Oui, après, il y a toute la question du financement de l'éducation nationale, etc. Mais je pense que c'est encore un autre débat. Alors maintenant, on va parler un petit peu des situations qui sont propices à l'utilisation de l'immersive learning. On retrouve 3 grands types de situations. On va avoir les situations jugées dangereuses, les situations jugées coûteuses et les situations jugées difficilement reproductibles. Je ne vais pas vous donner d'exemple tout de suite pour ces situations, simplement parce que on va faire ensemble un jeu. On va faire ensemble un petit jeu. Ce jeu, je vais vous présenter 4 exemples d'utilisation de l'immersive learning dans des cas concrets. Tous les cas que je vais vous présenter sont des cas réels d'utilisation de cette technologie aujourd'hui. Et à chaque fois, je vais vous lancer le petit questionnaire donc sur l'application, sur le site internet. Pour ceux qui n'y sont pas encore, si jamais il y en a, je vous invite fortement à vous connecter donc sur classpoint.app et à rentrer le code 42883. Oui. Et donc, à chaque fois, vous allez devoir dire, est-ce que d'après vous, cette situation vous semble, donc, je vous le mets ici, A, dangereuse, B, coûteuse ou C, difficilement reproductible. Ça peut être plusieurs cas. Rassurez-vous, vous ne devez pas choisir un seul cas à chaque fois. D'accord. Juste pour ceux qui sont arrivés récemment, on a mis dans le chat donc, le lien du site, www.classpoint.app et le code 42883 pour se connecter. Ouais. Alors, le premier exemple, c'est donc j'utilise l'immersive learning pour que les techniciens s'entraînent à utiliser une nouvelle machine. Exemple, je suis chef de site d'une société industrielle, d'une entreprise industrielle, j'ai acheté une nouvelle machine et je veux que mes techniciens s'entraînent, alors soit à la faire fonctionner, soit à savoir la réparer, soit à faire je ne sais quoi. Donc là, dans les résultats, pour l'instant, on est surtout sur du coûteuse et dangereuse. Et je suis assez d'accord. Mais moi, j'aurais dit les 3. Et je vous explique pourquoi. Situation dangereuse, puisque, alors, je parle en tant qu'ancienne ingénieure HSE, donc j'ai tendance à voir que toutes les situations sont dangereuses. Voilà. Mais situation dangereuse, simplement, puisque ça va permettre aux techniciens de s'entraîner sur une machine qui peut avoir des risques de coupure, par exemple. Et on préfère que notre technicien s'entraîne virtuellement plutôt que s'entraîne réellement et se coupe on ne sait quoi. Donc, ça peut être ça. Coûteuse, puisqu'on préfère également que notre technicien s'entraîne sur une machine virtuelle plutôt que sur la machine qu'on vient de recevoir et que, on ne sait pas, quelque chose s'abîme, quelque chose se casse et qu'on n'ait plus qu'à payer quelqu'un pour réparer cette machine. Oui. Difficilement reproductible, puisque ça peut nous permettre virtuellement de totalement démembrer notre machine. Quelque chose qu'on aurait du mal à imaginer dans la réalité. Voilà un petit peu pour les éléments de réponse pour cette situation. Juste, s'il te plaît, Tiffaine, certains demandent si on peut mettre le lien
de l'étude PwC. Je l'enverrai, il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Je pense qu'à la fin de la session, on pourra envoyer la présentation et le lien vers l'étude. Et je vous mettrai également le lien vers les différents documents que j'ai rédigés sur le sujet de l'immersive learning. Voilà, tous ceux qui sont connectés, donc on a votre adresse mail, on vous enverra en fait voilà, toutes les informations, y compris le lien, la plaquette. Voilà, exactement. Hop, on va fermer cette activité et on va passer à l'exemple suivant. L'exemple suivant, hop, je vous ouvre tout de suite l'activité parce que je vois qu'il y en a qui sont très réactifs. Hop. L'exemple suivant, c'est donc des chirurgiens qui utilisent l'immersive learning pour s'entraîner à des opérations qui seraient jugées complexes. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On va parler du médical, puisque les deux secteurs dans lesquels l'immersive learning aujourd'hui peut avoir le plus d'impact, c'est justement l'industrie et le médical. Le médical, on va pouvoir le retrouver pour la formation, mais aussi pour accompagner les médecins. Il y a énormément de projets qui se développent en ce moment dans le médical qui ont pour but que lorsque un chirurgien arrive devant un patient, il est juste à mettre ses petites lunettes et il a toutes les informations sur le patient. J'ai vu notamment une présentation d'un grand projet d'une école à Nantes, mais je ne saurais plus dire laquelle, qui a justement pour objectif, notamment pour des cellules cancéreuses, de pouvoir les cibler très précisément et de pouvoir aller les retirer très précisément sans toucher des choses sensibles qu'il y aurait autour, parce que justement, un scan entier du patient aurait été fait et donc le chirurgien n'aurait plus qu'à mettre ses lunettes pour savoir précisément où est-ce qu'il doit opérer. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de l'immersive learning, donc de l'utilisation pour la formation, pour les entraînements, et donc on pense notamment à s'entraîner pour des opérations complexes. Les deux types de situations que vous avez repérées, c'est notamment dangereuses et difficilement reproductibles. Et je suis plutôt d'accord avec vous. Je suis même très d'accord avec vous. Dangereuse, ça paraît évident. On parle d'une opération complexe. On préfère tous, je pense, que notre chirurgien s'entraîne sur un mannequin virtuel que sur nous. C'est certain. Et pour ce qui est du difficilement reproductible, c'est pareil. On préfère aussi que notre chirurgien s'entraîne sur un mannequin virtuel plutôt qu'il aille chercher quelqu'un dans la rue pour lui dire « Excuse-moi, il faut que je m'entraîne sur toi ». Voilà, je pense que là, c'est assez évident. Coûteux, ça peut l'être aussi. Hein, on sait que les erreurs médicales peuvent coûter très cher aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément à ça qu'on pense tout de suite quand on voit cette situation. Et le domaine médical, je crois que c'est l'un des domaines où ils sont vraiment avant-gardistes dans l'approche immersive learning en termes de formation des praticiens, en termes de partage d'expérience également. En fait, et également la capacité de déployer en fait des sessions de formation à multi-pays en même temps. En fait, ils sont connectés de partout. Ils peuvent assister à des formations, etc., qui sont très immersif, parce qu'on est vraiment plongé, comme tu dis, dans le cas d'un praticien, le cas d'une opération et avec de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on ajoute de l'information, le dossier médical. Enfin, je pense que le médical est en pointe là-dessus. Alors, dans le monde, oui. En France, un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on a un système médical qui est quand même assez différent, qui est très reconnu, il n'y a pas à dire, mais qui du coup peut être un peu frileux là-dessus. J'avais réalisé une interview avec Laureline Comte, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. On avait réalisé un live sur le sujet. Donc Laureline Comte, qui est-ce? C'est une ancienne infirmière qui aujourd'hui est spécialisée justement dans l'utilisation de ces technologies dans le médical. On avait réalisé donc une interview là-dessus et c'est vrai qu'elle le dit elle-même. Aujourd'hui, en France, ça reste compliqué d'amener ces nouvelles technologies, notamment par rapport à notre système médical qui fait que les investissements sont publics et donc sont faits différemment que dans des hôpitaux privés qu'on trouve beaucoup plus facilement à l'étranger. Donc aujourd'hui, les deux domaines qui en ont plus besoin, c'est l'industrie et le médical, mais l'industrie a plus les moyens financiers que le médical, en France en tout cas. On est donc sur notre troisième exemple, l'utilisation de l'immersive learning. Un petit delta là de connexion. De mémoire, il me semble que même en France, il y a des initiatives très intéressantes pour la partie médicale. Parce que il me semble qu'on t'a perdu quelques secondes, Tiffaine. D'accord. Juste, du coup, en fait, je disais que c'est vrai qu'en termes de l'industrie, ils ont plus les moyens,
mais aujourd'hui, il y a des initiatives. Je sais que Microsoft développe, par exemple, un casque dédié HoloLens voilà, pour le milieu médical. Et il me semble qu'on a un professeur, Mathieu, il me semble, voilà, qui est avant-gardiste également en pointe en France. Donc, c'est vrai Oui, que c'est une question de moyens aussi. en France, on a les initiatives, mais parfois, On a c'est un petit encore un peu souci de compliqué. connexion avec Tiffaine. Alors, moi, je vous entends C'est du bien. bril, hein. Moi, j'entends bien. Je ne sais pas si OK. vous Non, m'entendez. voilà, on t'entend, c'est juste en fait l'image qui fiche. Mais je t'en prie, vas-y. Oh, bon, si c'est que Pour, l'image, ça pour, va. poursuis. Euh, Notre troisième exemple, c'est donc utiliser l'immersive learning pour s'entraîner à prendre la parole en public. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Moi-même, je l'ai testé dans mon casque, je dois le dire. C'est vraiment, on vous met devant une foule et vous vous entraînez à parler. Donc, ça D'accord. peut être, en fait, l'immersive learning, ça peut être très bien pour s'entraîner à ça, mais l'immersive learning, enfin, les situations immersives sont aussi utilisées de manière générale, enfin, peuvent être utilisées de manière générale pour aider à lutter contre certaines phobies. On va pouvoir parler donc déjà de la phobie de la prise de parole en public, par exemple, mais je sais que ça peut être utilisé, c'est utilisé aussi parfois pour aider les personnes qui sont claustrophobes. On va les mettre dans des situations qui peuvent leur faire ressentir certaines choses, qui peuvent les mettre très mal à l'aise, et on va leur montrer que tout va bien, qu'ils gèrent la situation et que tout va bien et qu'il ne va rien leur arriver de mal. Et donc là, je vous rejoins totalement. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est des situations difficilement reproductibles. Tout à fait. On n'est pas sur une situation dangereuse. Si demain vous prenez la parole en public, normalement, il ne va rien vous arriver de très très grave, sauf si vous êtes vraiment, sauf si vous avez différentes pathologies qui font que le stress peut être vraiment dangereux pour vous. Mais D'accord. normalement, tout va bien se passer. D'accord. Pour ce, pour ce qui est du coût, c'est pareil. Aujourd'hui, prendre la parole en public, normalement, ça ne vous coûte pas grand-chose. Par contre, difficilement reproductible, en effet. À moins d'aller demain dans la rue et de prendre un mégaphone pour dire est-ce que vous pouvez vous rassembler, s'il vous plaît, j'aimerais m'entraîner à parler devant vous, ça semble compliqué. Et encore, si vous avez peur de prendre la parole en public, je ne pense pas que vous allez faire cette action. Et donc, la bonne réponse, c'est Et donc, c'est difficilement reproductible. difficilement reproductive. Oui, c'est Et vrai on arrive. qu'on aurait un peu de mal à se dire, OK, ben, je vais me mettre sur la place du marché, puis je vais commencer à parler devant les gens. C'est Ça serait ça. pas. Et ensuite, le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est pour l'apprentissage des langues, avec le fait de, par exemple, être immergé à Londres pour améliorer son niveau d'anglais, être immergé dans des situations quotidiennes de la vie londonienne pour améliorer son anglais. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, donc déjà qui existe, hein. Et par exemple, je sais que moi, mon petit frère, qui n'est pas forcément très fort en anglais, mais il est très fort dans plein d'autres choses, mais qui n'est pas très fort en anglais, mes parents ont réfléchi à lui proposer cette situation. Et alors, pourquoi est-ce que au final, ils ne sont pas partis là-dessus? Donc, bon, ils m'ont demandé, hein, bien évidemment. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est surtout par rapport au coût. Puisque, donc, je ne connaissais pas, hein, le coût de la formation à laquelle ils s'intéressaient, mais je leur ai dit, réfléchissez bien, est-ce que le coût de cette formation ne serait pas équivalent au coût d'un voyage à Londres? Parce qu'il faut quand même se poser la question. Après, la grande différence, c'est que si vous avez l'immersive learning pour vous immerger à Londres et apprendre l'anglais, vous pouvez le faire quand vous voulez et surtout où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de prendre le train ou l'avion ou je ne sais quoi pour y aller. Donc ici, est-ce qu'on est dans une situation dangereuse? Normalement, non. Aller à Londres, bon, c'est comme aller dans n'importe quelle grande ville. Officiellement, c'est pas dangereux. Normalement, Est-ce non. que c'est... Voilà, normalement, non. Après, on ne sait jamais, les mauvaises rencontres, les mauvaises situations, etc. Mais normalement, il n'y a pas trop de danger. Est-ce que c'est coûteux? Ça peut l'être. Ça reste un voyage. Aller à Londres, ça reste un voyage. Ça peut être coûteux. Est-ce que c'est difficilement reproductible? C'est pareil, ça peut. Parce que c'est un voyage, encore une fois. On parle de recontextualiser un voyage à Londres. Donc, on est plus sur du coûteux, difficilement reproductible. Et c'est ce qui est ressorti dans vos réponses. Donc, il me semble que vous avez presque eu un 4 sur 4 sur tous les exemples que je vous ai mis. Vous êtes plutôt fort. Bien joué. Hop, on va finir ici pour les exemples. Je voulais ensuite vous parler un peu de la démocratisation de l'immersive learning. On a tendance à penser que c'est très récent, mais pas tant que ça.
puisque le tout premier casque de réalité virtuelle, enfin celui qu'on juge comme le premier casque de réalité virtuelle, parce qu'il y avait eu plusieurs essais auparavant, c'est ce qu'on appelle l'épée de Damoclès. Un nom qui donne vraiment envie, hein, vous me direz. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette épée de Damoclès? C'était un casque énorme, tellement lourd qu'il était suspendu au plafond. Vous pourrez chercher des images si vous voulez. Mais en tout cas, c'était le premier casque de réalité virtuelle. En 2010, ça a été beaucoup plus démocratisé, notamment avec la sortie de l'Oculus Rift. Et beaucoup de personnes espèrent que ce soit beaucoup plus démocratisé cette année, puisque en juin, Apple a prévu de nous présenter son propre casque. Et on le sait, jusque-là, je ne suis pas une pro Apple, mais il faut l'avouer, quand Apple sort un produit, ça a tendance à révolutionner le marché. Alors, est-ce qu'au final, on peut se dire que l'immersive learning se démocratise vite et évolue vite? Je ne suis pas sûre. J'en parlais avec Brahim quand on préparait cette présentation. Si on regarde récemment l'intelligence artificielle, officiellement, on en a surtout entendu parler l'année dernière. En même pas quelques mois, ça s'est quand même énormément démocratisé et on a vu énormément d'innovations sur le sujet. Ici, l'immersive learning, ça a commencé à être accessible au grand public en 2010. Ça fait 13 ans. Imaginez l'intelligence artificielle en 13 ans, l'évolution qu'on peut imaginer. Donc au final, est-ce que l'évolution et la démocratisation de l'immersive learning se fait vraiment rapidement? Je ne suis pas sûre. Et au final, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est une bonne chose par rapport à ce dont je vous ai parlé plus tôt, le fait qu'on a besoin d'accompagner le changement. Oui. Ici, on a un changement qui est beaucoup plus lent. Et donc, quand le changement est plus lent, c'est plus facile de l'accompagner. Oui, c'est plus une dimension d'accessibilité quelque part à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'IA, en très peu de temps, c'est devenu accessible à tout le monde. Il fallait se connecter, ouvrir un compte, un email, mot de passe, et c'est bon, on était dedans. C'est vrai que l'immersive learning nécessite des moyens qui sont pas aujourd'hui accessibles à tout le monde. C'est ça. Mais peut-être que dans les prochaines années, et j'imagine que la digitalisation qui est en cours ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'on est plus amené à utiliser, à se digitaliser, y compris l'enseignement, la formation, l'industrie, que l'inverse. Donc, ça viendra, mais je pense en fonction aussi de l'accessibilité de la technologie. C'est ça. Et donc, beaucoup, comme je disais, espèrent que l'accessibilité décolle cette année avec le casque de Apple. L'avenir nous le dira. Dans quelques mois, on devrait déjà savoir à quoi il ressemble officiellement. Je voulais surtout conclure en vous présentant encore une fois France Immersive Learning. Vraiment, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'immersive learning, c'est l'association auprès de qui il faut aller. Donc, ils ont une association qui vraiment fédère tous les grands acteurs de l'immersive learning en France et ils ont aussi un lab qui accompagne les projets immersifs à se lancer. Donc vraiment, si vous voulez en savoir plus sur l'immersive learning, c'est vers eux qu'il faut vous tourner à 100%. Voilà, j'imagine qu'il y a également des événements, peut-être des salons qui se font autour de l'apprentissage immersif. Et on retrouvera toutes ces informations. Oui, tout à fait. Il y a eu rien que très récemment, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, ou la semaine d'avant peut-être, le Laval Virtual, qui est justement un des salons en France, même je crois au niveau européen, très reconnu dans le domaine. Oui. Et c'est des initiatives connexes, en fait, parce que d'un côté, il y a la technologie du métaverse qui se développe, hein, on pense qu'il y a un flop actuellement, effectivement, parce que il y a un peu Meta qui a un peu perdu en termes de vitesse de croisière. Mais dans tous les cas, c'est quand même une technologie qui va aller de l'avant, parce qu'on va avoir besoin de construire en fait des environnements de simulation pour de la technologie, l'industrie, etc. Et même l'enseignement, on y arrive progressivement, doucement, mais sûrement. Alors, les métavers, je ne sais pas, là c'est mon avis très personnel, mais je ne sais pas si aujourd'hui les métavers répondent à un réel besoin. Mais l'avantage qu'ont eu les métavers avec ce gros coup médiatique, c'est qu'ils ont pu mettre en avant l'immersive learning, qui là peut répondre à des réels besoins actuels. Tout à fait. Je te remercie. Donc, on va passer, il nous reste 10-15 minutes. Si tu veux bien, on va passer aux questions-réponses. Alors, on va commencer par
Les questions, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, on a déjà quelques questions auxquelles on va répondre avec Tiffaine. Et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat ou dans la section questions-réponses. Donc, une question, c'est est-ce qu'on utilise l'IA dans le domaine de la formation, dans les centres de formation aujourd'hui? L'IA, pardon, l'immersive learning. Ah, ça commence. Ça commence à se faire. Alors, c'est vrai que c'est plus les grandes industries qui vont le faire, mais je sais qu'il y a aussi certaines agences d'intérim, par exemple, qui commencent à le proposer. Les agences d'intérim qui ont un peu leur propre centre de formation, qui commencent aussi à le proposer. Donc, ça se fait doucement. Et comme je disais, c'est aussi le point positif, c'est que ça se fait doucement. Et donc, ça permet vraiment de prendre le temps d'accompagner tout ce changement, puisque c'est le point central de l'utilisation de ces technologies, c'est d'accompagner leur utilisation. D'accord. Donc, ça commence à se mettre en place, mais c'est vrai que, comme on disait, c'est plus une histoire de coût, d'accessibilité en termes de moyens. C'est ça. Donc, Par exemple, dans les grandes entreprises, j'ai travaillé un petit peu chez EDF, donc je suis encore en contact avec certains formateurs de là-bas. oui. C'est utilisé chez EDF. Mais parce que c'est justement, comme je vous le disais, ça fait partie des grandes industries pour qui c'est intéressant, parce qu'ils ont un grand nombre de collaborateurs à former. Justement. Alors, une autre question, c'est quand on lance un projet d'immersive learning, quelles sont les étapes, les principales étapes en fait, voilà, pour mener à bien un projet d'immersive learning? Alors, pour moi, les étapes, alors là, c'est très personnel encore une fois, mais pour moi, les étapes de développement d'un projet d'immersive learning ne sont pas si différentes que ça des étapes d'un projet de conception de formation e-learning, on va dire. Si on prend le modèle un peu plus connu, le modèle ADI, on va avoir la phase d'analyse. C'est là déjà où on va devoir se demander, est-ce que l'immersive learning est intéressant pour nous? Si on veut former quelqu'un à Excel, c'est pas intéressant, très Oui. franchement. Est-ce que nos apprenants sont prêts à recevoir cette technologie? Vraiment, la phase d'analyse où on va se poser toute la question de est-ce une bonne idée d'utiliser cette technologie? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Quels sont nos objectifs avec cette technologie? On va avoir la phase de design où on va pouvoir ici préparer tout notre scénario pédagogique, toujours en gardant bien en tête que ici, notre apprenant ne sera pas face à un écran e-learning flat, plat, mais sera bien dans un environnement à 360 degrés. Donc, quelque chose à prendre en compte. À prendre en compte qu'on va pouvoir suivre beaucoup plus de données. Oui. Ensuite, on va avoir la phase de développement où ici, on ne va plus être sur du développement sur Storyline, par exemple, mais on va être sur du développement sur des outils différents. Ensuite, on va avoir toute la phase d'implémentation pour rendre disponible notre formation, où ici, on va surtout bien penser à accompagner les personnes pour la prendre en main. Et on aura ensuite la phase d'évaluation pour collecter les résultats et améliorer notre formation. Donc, les étapes restent les mêmes. C'est simplement qu'il y a d'autres questionnements à prendre en compte. Et il y a également, j'imagine, des interactions entre les outils, en fait, voilà, les séquences immersives, et puis des séquences également, en fait, classiques de formation, de slides, de quiz. Donc, on peut connecter les technologies de telle manière qu'on puisse récolter les informations. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez proposer, ça dépend de quels sont vos objectifs, mais l'immersive learning, quand on dit je veux mettre de l'immersive learning dans ma formation, ça ne veut pas dire, et ce n'est pas conseillé, qu'il faut faire toute la formation en immersive learning. Oui, c'est plus, j'imagine, actuellement des séquences assez courtes, voilà, en fait, de visites, par exemple, d'une situation donnée, de découverte à 360, des choses comme ça, que véritablement un parcours complet, c'est aujourd'hui pas même souhaitable, en fait. Je pense que de toute façon, les personnes ne seraient pas prêtes à passer autant de temps dans un casque de réalité virtuelle. Très bien. Une autre question, est-ce qu'en en fait, un projet d'immersive learning, est-ce qu'on a besoin d'avoir des compétences technologiques en informatique ou sur des outils particuliers, ou est-ce que ça nécessite une certaine compétence technique? Ça dépend à quelle étape vous intervenez. Si vous intervenez sur le développement et que vous voulez vous-même développer la formation, bien évidemment. Si vous voulez intervenir uniquement sur toute la partie scénarisation pédagogique, pas forcément, mais c'est quand même très recommandé. C'est comme si aujourd'hui vous développez une formation e-learning qui va être développée sur Storyline. C'est bien de savoir quelles fonctionnalités a l'outil pour savoir quelles interactions vous allez pouvoir proposer. C'est un peu le même principe ici. D'accord. Oui, effectivement, il y a une maîtrise de l'outil, de la solution, plus qu'une compétence technique particulière à développer. C'est ça.
D'accord. Et justement, une autre question qui est un peu en lien avec ça, est-ce que il existe des solutions SaaS ou cloud en fait qu'on pourrait utiliser pour concevoir des capsules de réalité virtuelle? Il en existe plusieurs et j'ai d'ailleurs fait une étude du marché, une petite étude du marché là-dessus. Donc, je pense que je vais pas m'étaler plus que ça là sur ce sujet parce que j'ai pas envie de faire de la pub à un outil plus qu'un autre. Ouais. Donc, c'est sur mon site internet. C'est pareil, dans D'accord. tous les liens que vous aurez, c'est dans les ressources de mon site internet. Il y a l'étude de marché que j'ai réalisée des différents outils. Super. Donc, on pourra la communiquer en fait. Voilà. OK. Une autre question, comment prendre en compte la cybercinétose lors de la conception d'une immersive learning, une situation en fait d'immersive learning? Alors, Cybercinétose. ah ouais, alors pour ceux du coup à qui ça ne parle pas, la cybercinétose, c'est un peu la sensation de mal des transports que certaines personnes peuvent avoir. Pourquoi est-ce que la personne ressent la cybercinétose? C'est comme quand on ressent le mal des transports. C'est parce que notre corps ne vit pas le même mouvement qu'est en train de vivre notre regard. Euh, En fait, j'avoue que j'ai pas creusé énormément ce sujet-là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les casques les plus récents, c'est une sensation qui est beaucoup moins ressentie. Mais ce qui peut être intéressant quand on conçoit notre module, c'est aussi de penser aux personnes donc, qui peuvent avoir ce mal-être et qui vont pouvoir quand même suivre la formation, pourquoi pas sur écran. La plupart des outils que vous allez voir dans l'étude de marché proposent ça, dans le sens où il y a la possibilité de visualiser à quoi est-ce que ça ressemblerait sur écran. Donc, comme toute démarche en fait, de formation, on fait attention effectivement aux effets secondaires, hein. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à des technologies, donc ça, il faut faire attention. Et de la même manière, prévoir des alternatives en cas de contre-indication pour que les personnes puissent quand même suivre la formation. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Très bien. Ensuite, est-ce que, voilà, une autre question, est-ce qu'on doit acheter du matériel spécifique, hormis le casque, de la connectique, des logiciels, Alors, si vous voulez développer des formations, va y avoir bien évidemment le logiciel à acheter, comme pour Oui. du e-learning, je disais, on a Storyline, il faudra acheter le logiciel qui permet de faire la création. Si D'accord. vous voulez travailler sur des environnements capturés, vous allez pouvoir également investir sur des caméras qui vont vous permettre de faire des images à 360 degrés. Si vous voulez des environnements modélisés, il va aussi y avoir les coûts, alors soit d'achat direct de ces environnements, soit les coûts d'outils pour développer ces environnements. Et, voilà, et après, il va y avoir d'autres options. Par exemple, je parlais tout à l'heure du côté hygiène, il peut y avoir à acheter certaines machines qui permettent de nettoyer les casques. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, il faut un ordinateur assez puissant. Bon, les outils que vous allez voir dans l'étude de marché ne demandent pas forcément des ordinateurs ultra puissants. Des ordinateurs qui ont, je dirais, 3 à 4 ans, ça marche D'accord. aussi. Donc, ça reste accessible, enfin voilà, en termes de coûts, c'est pas non plus des centaines de milliers d'euros, quoi. Alors, ça peut monter. Ça peut monter très vite, surtout en fonction du casque que vous souhaitez. Si vous souhaitez partir sur un casque type HoloLens ou Pico 4, on est sur du 400 euros. Mais si vous souhaitez monter sur un casque de bien meilleure qualité, comme un HoloLens ou même, comment est-ce qu'il s'appelle? Il y a un casque français. Non, je n'ai plus le nom. Mais bon, en tout cas, un autre casque, il y a des casques qui sont vraiment très poussés. Là, ça va monter. Là, ça va monter très vite. Très bien. Pour l'instant, je crois que, alors, on a répondu donc dans quel domaine l'IA est le plus utilisé. L'IA est le plus utilisé, l'immersive learning. Donc ça, oui, on a abordé. Mhm. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions et on est dans le bon timing en plus. Donc, On est tout pile. écoute, je te laisse le mot de la conclusion. En termes de, alors peut-être une dernière question pour clôturer. Est-ce qu'il existe des formations pour se former à l'immersive learning? Tout à Et est-ce que fait. tu en aurais une ou quelques-unes ou un site à nous conseiller? Alors, sans grande surprise, France Immersive Learning. D'accord. Voilà, ils proposent des formations et je sais que SpeederNet, donc SpeederNet, c'est un des outils justement de création. Oui. SpeederNet propose aussi certaines formations.
Et il me semble, non, c'est même pas il me semble, Wixar aussi propose certaines formations. Alors, SpeedOnNet Voilà. qui sont également membres du collectif. Donc, on les invitera peut-être prochainement à nous faire une présentation de leur formation, effectivement, à faire un step un peu plus en avant si la thématique les intéresse. C'est ça. Bah, Mais écoute, après, il me semble que... Alors, je n'ai pas essayé la formation de SpeedOnNet, donc je ne saurais pas dire. Il me semble que c'est un MOOC, donc vraiment tout en ligne. La petite formation dispensée par Wixar, je l'ai faite. C'est une formation d'une journée sur Paris qui est vraiment top pour l'introduction à l'immersive learning. Et après, quand vous voulez des formations vraiment plus poussées, France Immersive Learning. Voilà. oui. Alors, sans pour autant en fait, se lancer véritablement dans la conception de formation immersive learning, je pense qu'aujourd'hui, c'est très intéressant de mixer, par exemple, de la réalité virtuelle, en fait, du 360, ne serait-ce qu'avec son smartphone. Hein. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses voilà, qui sont intéressantes. Et de commencer à faire un peu d'interactivité, de choses qui pourraient engager un peu plus en fait, les apprenants dans le cycle de formation. Ah oui, dans tous les cas, Voilà, l'interactivité, on en veut encore et encore et encore. voilà c'est Alors ça. attention, interactivité, ça ne veut pas dire mettre des boutons partout juste pour qu'il y ait de l'interactivité. Il faut que ça ait un Oui, but pédagogique, bien évidemment. complètement. On est d'accord. Écoute, je te remercie, Tiffaine. Je remercie tous ceux qui ont participé au live. Donc, il restera à nous transmettre par mail toutes les informations, l'étude de marché également que tu as menée sur les différents outils. D'accord? Oui, alors pour Plus, ça, je donnerai simplement le lien sur mon site. Donc, j'ai 3 documents. Il y a donc l'étude de marché, il y a un peu introduction à l'immersive learning en répondant aux grandes questions. Vous allez surtout retrouver ce dont on a parlé là. Et j'ai fait un peu la traduction et le résumé surtout d'une étude qui a été faite sur l'utilisation des différents facteurs cognitifs dans l'immersive learning. donc là, c'est accessible, disponible sur ton site. Donc, on mettra le lien de ton site Internet. Ouais, On mettra également tes coordonnées en fait, LinkedIn pour celles de ceux qui veulent se mettre en contact avec toi. bien sûr. Tu fais partie du collectif Digital Learning Academy. Donc, ceux qui ne connaissent pas, voilà, en fait, c'est très simple. Bah, vous tapez, on vous enverra par mail en fait les accès, mais vous tapez digitallearning.academy, vous accédez au site. Et donc, on a quasiment voilà, toutes les semaines. La semaine prochaine, on aura aussi le plaisir d'accueillir Nathalie qui nous parlera d'une autre approche. En fait, c'est vraiment une approche entrepreneuriale, donc entreprendre au féminin. Il y aura des choses très intéressantes à dire. En fait, elle nous expliquera comment aujourd'hui, en fait, les femmes abordent en fait l'entrepreneuriat. Il y a en fait des choses qui sont très intéressantes et qui seront partagées avec la communauté. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra toutes les informations. Je te remercie, Tiffaine, pour ta Avec grand disponibilité. plaisir. Je remercie tous les participants. Vous étiez quand même pas mal, une bonne vingtaine ce matin à être en live avec nous. On essaiera différents créneaux pour voir voilà, un petit peu ce qui vous convient le mieux. Et dans tous les cas, vous aurez le replay qui viendra demain ou après-demain. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne matinée et une belle journée. Merci, Tiffany. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.